Français d'Algérie, c'est nous les pieds noirs et hardis, qui attendons reconnaissance pour ce qu'on a fait pour la France. Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons clore ce chapitre d'histoire sur la Troisième République en nous intéressant tout particulièrement à l'Algérie française, ce qui nous permettra de proposer une conclusion pour montrer les paradoxes que propose cette Troisième République d'un point de vue démocratique. De 100 ans durant l'amour de nos parents avait dans le... Rappelez-vous, la France a conquis l'Algérie en 1830 et suite à la reddition de la Régence d'Alger, l'Algérie est devenue française. A l'inverse des autres territoires de l'empire colonial français qui ont eu un statut de colonie, de protectorat ou de comptoir, l'Algérie a obtenu le titre de colonie de peuplement. Une colonie de peuplement, c'est une colonie qui a une visée d'être peuplée par la métropole, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une annexion totale du territoire. L'Algérie est conçue comme une suite directe de la France, c'est-à-dire qu'on a des Français qui vont s'installer en Algérie, non pas pour administrer les populations et l'exploitation des ressources, comme ça peut être le cas dans les autres colonies, mais bien pour les exploiter directement, pour s'installer, fonder une famille, avoir une maison et une exploitation agricole. Donc on a de nombreux colons français qu'on appelle les pieds noirs qui vont s'installer en Algérie. Ils vont avoir à leur disposition des grands territoires et ils vont aussi pouvoir être aidés par les autochtones, c'est-à-dire les Algériens. La France découpe l'Algérie en 3 départements. À l'ouest, le département d'Oran, ici en couleur verte. Au centre, le département d'Alger en rose. Et enfin, à l'est, le département de Constantine en jaune. Comme je vous l'avais dit, de toute manière, c'est la partie méditerranéenne qui intéresse le plus la France et qui est le plus occupée. Et en grande partie pour la raison que les colons qui vont s'installer en Algérie s'installent pour avoir une activité agricole. Et donc ils ont besoin d'un climat qui le permet. Et bien évidemment, ce n'est pas dans le Sahara qu'ils vont pouvoir faire de l'agriculture. Donc on a une installation massive sur le littoral et dans les villes principales de l'Algérie méditerranéenne. Je vous propose maintenant d'avoir le point de vue de l'historien Alain Decaux sur la ville d'Alger, qui est donc la capitale de cette Algérie française et qui est la ville dans laquelle la France va le plus investir. Enfin, voici Alger. Il est 13h45. Il y a 5 heures à peine, nous étions encore à Marseille. Pour nous, Alger, ce n'était pas autre chose que Marseille ou Bordeaux. C'était le second port français. On disait Alger la Blanche et nous rêvions d'y aller un jour. Un jour de 14 juillet, par exemple. Donc comme je vous disais, on voit bien à travers l'expérience d'un monsieur qui a vécu du temps de l'Algérie française que ce territoire est considéré par les Français comme la France. Il n'y a pas de différence entre Marseille et Alger. Il n'y a pas de différence entre le sud de la France et l'Algérie française. Et donc ce caractère français du territoire algérien qui est bien plus marqué que dans les autres colonies. Rappelez-vous de ce que nous avions vu sur les colonies africaines notamment, où on voyait qu'il y avait simplement un colon administrateur parmi des coutumes et des peuples qui étaient propres aux cultures subsahariennes. On se rend bien compte qu'ici, il y a vraiment une volonté d'assimiler, de franciser en quelque sorte le territoire et les populations algériennes. Alors ça s'observe tout particulièrement dans la ville d'Alger, où on va voir notamment dans la toponymie des rues, c'est-à-dire dans les noms des rues, des boulevards, des places, etc., l'usage de symboles républicains. Par exemple, ici, vous avez tout simplement le boulevard le plus important, qui est le boulevard proche de l'eau de la ville d'Alger, qui s'appelle tout simplement le boulevard de la République. Donc ce processus de changer les noms pour utiliser des références de la métropole, c'est un processus qu'on va avoir dans la plupart des colonies. Et même au sein même de la France, lorsque par exemple il a fallu diffuser une culture française unie, on a ainsi changé les noms qui étaient en patois, qui faisaient des références locales, par des noms français et des noms républicains. Et bien là c'est totalement le cas, donc on a un déploiement de l'idéologie républicaine, donc on l'a vu dans la vidéo, il y a notamment la célébration du 14 juillet qui a une place très importante, qui est fêtée par tout le monde. La ville d'Alger illustre bien l'urbanisme particulier de ces villes qui ont été colonisées mais qui avaient déjà un passé urbain. C'est-à-dire que, encore une fois, si on compare avec Dakar par exemple, une ville qui a été créée ex nihilo
donc c'est-à-dire à partir de rien, ou en tout cas à partir d'habitations qui n'ont pas survécu à la construction d'une ville coloniale. Et bien dans le cas d'Alger et dans le cas de la plupart des villes du Moyen-Orient, on a deux centres-villes. On a ce qu'on appelle la Casbah. La Casbah, c'est la ville arabe traditionnelle. C'est cette Casbah qui a donné le surnom à Alger de la ville blanche, puisque ce sont des bâtiments blancs. Et à côté de ça, on a un quartier européen qui va constituer un autre centre-ville. Donc là, on voit que la Casbah se trouve en hauteur, sur les collines, et le quartier européen se trouve tout autour. Il encercle la Casbah et on voit ces grands immeubles modernes, haussmanniens un petit peu, qui sont notamment proches de l'eau. On remarque aussi l'importance des transports, avec un grand port, mais aussi une gare maritime. Donc là, vous voyez par exemple les chemins de fer qui passent au niveau du port et qui vont permettre de transférer les ressources, les denrées très rapidement en provenance de toute l'Algérie. Donc on peut penser notamment à toutes ces exploitations agricoles qui vont pouvoir exporter leur production à la métropole. Enfin, il est important de remarquer la volonté de marquer la présence française par des monuments. Donc d'un point de vue symbolique très important, on peut notamment parler de l'ancienne mosquée qui a été convertie en cathédrale. Et sur cette place, on va avoir une statue équestre du duc d'Orléans qui finit de bien démontrer la domination française, l'appartenance française de la ville d'Alger. Et enfin, on va avoir la construction de bâtiments coloniaux qui marquent l'administration et donc la domination française sur le territoire d'Alger et de l'Algérie. Cependant, encore une fois, l'Algérie coloniale repose sur de nombreuses inégalités qui sont favorables aux Français. L'Algérie, écrasée par l'azur. Personne ne doutait du loyalisme des Algériens. Après la guerre de 14-18, Clémenceau, ému par leur courage au combat, avait souhaité accorder aux musulmans une participation aux élections législatives et sénatoriales. Les colons, on les appelait pieds noirs, et cela nous amusait beaucoup. Les colons avaient trouvé cela prématuré. On avait renoncé au projet. De même, en 1936, qu'à une nouvelle tentative d'assimilation. Donc, comme le montre cette vidéo, la société coloniale algérienne est une société inégalitaire. Rappelez-vous, nous l'avions vu dans une vidéo précédente, l'Algérie est régie, comme le reste de l'empire colonial, par le code de l'indigénat. Ce code de l'indigénat, il est même né pour l'Algérie en 1875, et il différencie les colons, les citoyens français, des indigènes. Les premiers ayant bien évidemment plus de droits que les seconds. Les indigènes ont donc moins de droits et beaucoup plus d'obligations. C'est une société inégalitaire. Ce qui est intéressant, c'est que la vidéo nous spécifie que la France a fait des efforts pour tendre vers une plus grande égalité. La France propose d'accorder la citoyenneté ou d'accorder certains droits aux Algériens. Mais ce sont les colons, les pieds noirs, c'est-à-dire les Français qui sont installés en Algérie, qui vont s'opposer à ces réformes et à ces avancées égalitaires. Et cela s'explique tout simplement par un courant conservateur qui vise à garder la domination qu'ils ont sur les Algériens, à garder leurs avantages. Et ce conservatisme, il va aboutir, entre autres raisons, sur la guerre d'Algérie et sur l'indépendance de l'Algérie, mais ça, c'est un sujet que vous verrez plutôt l'année prochaine. Il faut avoir en tête que l'Algérie est un territoire très cosmopolite. On va avoir bien évidemment un clivage entre les indigènes, donc les Algériens, et les Français qui viennent de la métropole, mais la mixité est plus grande que ça. En effet, on va trouver une population juive assez nombreuse. Alors la plupart de ces juifs viennent d'Espagne. Ils ont été chassés par les Espagnols à la suite de la Reconquista. Donc on le voit sur ce document, ils sont assez nombreux, entre 12 000 et 13 000 au début du XXe siècle, ce qui représente un peu moins de 10% de la population de l'Algérie à cette époque. Ce qui est intéressant, c'est que ce document nous montre aussi que les juifs, qui sont appelés ici israélites, bénéficient de la citoyenneté française, ce qui n'est pas le cas des peuples berbères, arabes qui peuplent l'Algérie. Alors cela s'explique par les efforts d'assimilation dont ont fait preuve les juifs envers le colonisateur, c'est-à-dire que les juifs se sont acculturés, ils ont adopté les coutumes, les pratiques de la France, et pour les récompenser, la France leur a donné la citoyenneté française. Donc vous vous en doutez, cette citoyenneté française qui est accordée aux Juifs, pas aux autres Algériens, va créer des clivages, des rivalités qui par la suite aura des graves conséquences. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment le sujet. Ce qui nous intéresse ici, c'est aussi de voir que les Espagnols, les Italiens vont être assez nombreux à s'installer en Algérie et que leurs enfants nés en Algérie vont eux aussi acquérir la nationalité française. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que contrairement aux autres colonies, on voit bien qu'il s'agit d'une colonie de peuplement, puisque les Français dits d'origine sont plus nombreux que les autochtones. Donc c'est bien une installation de masse de Français en Algérie, puisqu'on est entre 51 000 et 57 000
pour seulement 33 et 37 000 indigènes. Ces injustices qui profitent aux colons, aux pieds noirs, sont parfois dénoncées par des personnes. Alors comme je vous le disais dans le premier article, on voit que les indigènes sont offusqués de l'accord de la nationalité aux étrangers et aux juifs. Donc il y a une incompréhension, vraiment, il y a un sentiment qu'on veut les maintenir dans un statut de dominés, malgré une colonie de peuplement qui va durer pendant plus de 130 ans. Donc c'est aussi l'absence d'évolution qui va révolter les locaux. Le système de l'indigénat est fortement critiqué, comme on le voit dans le deuxième article. L'indigénat, c'est un système de répression qui, sous prétexte de discipline, frappe l'indigène dans sa liberté, dans sa fortune, dans ses droits les plus essentiels. Un arrêté du gouvernement général peut arracher un indigène à sa famille, le déporter dans de véritables bagnes ou simplement lui imposer une résidence déterminée avec interdiction d'en sortir. Donc là, il y a une dénonciation des atteintes à la liberté des hommes qui est faite par Gustave de Molinari, donc dans un journal français. Et enfin, le dernier document, il montre bien la montée des critiques de la part des indigènes contre cette colonisation, puisque c'est une lettre d'un officier musulman au président américain Wilson en 1919, qui explique que sous la tutelle de l'administration, les indigènes sont arrivés à un degré d'asservissement tel qu'ils sont devenus incapables de récriminer. La crainte d'une répression impitoyable ferme toutes les bouches. Donc en fait là, on voit qu'on est vraiment sous une domination qui marche par la force, où toute protestation est tout simplement interdite et réprimée automatiquement. En plus de ces restrictions de liberté, de ces inégalités sociales, on a des inégalités économiques qui se développent de plus en plus. Avec l'importation du modèle capitaliste occidental, on a le développement de bidonvilles autour de la ville d'Alger. On va avoir de la pauvreté qui se développe, puisque de nombreux habitants du Sahara ou des campagnes alentours vont essayer de trouver du travail, de s'enrichir en venant à Alger. Et bien évidemment, ce sont les indigènes qui ont le monopole de cette pauvreté, avec aussi des taux de scolarisation très faibles comparés aux colons et aux autres populations. Donc on a des inégalités à tous les niveaux qui sont bien révélatrices de ce qu'est l'empire colonial français, une société inégalitaire qui base le développement des colons sur la soumission et la faiblesse des colonisés. Bien, maintenant que nous avons vu les différentes caractéristiques de la Troisième République, nous pouvons essayer de formuler une conclusion. Et pour ce faire, je vous propose de répondre à la problématique que nous avions posée au début de ce chapitre. En quoi la Troisième République, qui s'étend de 1870 à 1940, constitue-t-elle un régime contradictoire d'un point de vue démocratique ? Alors le plan de ce chapitre donne la réponse. On a une grande contradiction dans cette Troisième République, puisque d'un côté, on va avoir une Troisième République qui s'installe sur le temps long en France, après une longue période d'anarchie politique et de succession de régimes trop courts pour réussir à changer réellement des choses. Donc cette Troisième République, c'est un vrai moment de démocratisation de la société en France, en métropole surtout. C'est ce que nous avions vu dans la première partie de ce chapitre. Pour vous rappeler quelques exemples, on avait surtout vu que c'était à cette occasion, dans les premières années de la Troisième République, que les valeurs républicaines se diffusent, et notamment à travers l'école qui devient gratuite, obligatoire et laïque, une loi qui va porter la démocratie, puisque l'éducation depuis la Révolution française est comprise comme la meilleure voie d'accès vers la démocratie. L'affaire Dreyfus avait démontré l'évolution de la République française, en réussissant à contourner la corruption et l'antisémitisme. Ce qui avait vaincu tout cela, c'était la volonté de justice et la volonté d'équité. Et cette crise a abouti notamment sur la loi de la séparation de l'Église et de l'État, loi fondatrice très importante dans la société française, qui aujourd'hui est encore au centre des débats sur l'égalité et pour la lutte contre les discriminations sur des motifs ethniques ou religieux. Donc l'aspect démocratique de la France doit beaucoup à cette Troisième République et surtout à ces premières années de la Troisième République. Cependant, dans le même temps, on a une politique coloniale qui se développe d'ailleurs par ce même gouvernement de gauche qui va mettre en avant tous ces aspects démocratiques. Et c'est dans le cadre de cet empire colonial que la France va être contradictoire sur un point de vue démocratique, puisque finalement, la société coloniale française est une société très inégalitaire, absolument pas démocratique, avec une très faible représentation, des droits qui sont bafoués, un manque de respect aux droits humains évident. Donc dans la même époque, mais sur des espaces différents, on va avoir des progrès, des avancées d'un point de vue démocratique en métropole, et on va avoir
des pratiques conservatrices, autoritaires, voire parfois esclavagistes avec le travail forcé dans les colonies. Donc c'est en ça que la Troisième République, elle est très contradictoire. D'un côté, elle développe la démocratie, et de l'autre, elle met en place des sociétés autoritaires et répressives. On l'a vu, cet empire colonial, il prend diverses formes. Mais dans tous les espaces colonisés, il va avoir des inégalités qui vont favoriser les colons. L'empire colonial, il est là pour enrichir les Français, enrichir la France. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que la poussée démocratique de la Troisième République et l'empire colonial de la Troisième République ont la même origine. Il s'agit de la rivalité européenne, notamment le conflit avec l'Allemagne. Donc vous avez encore une fois un exemple que l'histoire est une histoire de connexion et de point de contact entre les civilisations. Donc pour répondre en une phrase à cette problématique, la Troisième République est un régime contradictoire d'un point de vue démocratique puisque en métropole, elle va développer l'aspect démocratique de sa société et de son régime politique, alors que dans le reste du monde, dans son empire colonial, elle va développer des modèles inégalitaires et autoritaires. Donc on a deux dynamiques totalement opposées dans un même régime politique, mais sur des espaces et des populations différentes. Donc ce chapitre, il fait écho avec ce que nous avions vu précédemment avec la Révolution française, et notamment la question de l'abolition de l'esclavage, qui montre que le chemin vers les libertés est un processus historique à plusieurs vitesses selon les peuples. Pour ce qui est de notre histoire, il a été bien évidemment orchestré par les Occidentaux, par les Français, et l'expansion de cette liberté à l'ensemble des êtres humains est un long processus qui n'est pas encore abouti aujourd'hui, comme le prouvent par exemple les polémiques actuelles aux États-Unis sur le traitement des populations d'origine africaine par les forces policières. Enfin, pour conclure cette vidéo et donc ce chapitre, il est important de comprendre que l'étude de la Troisième République nous permet de voir que la mise en place de la République française est un processus historique long, que la République française n'est pas apparue du jour au lendemain lors de la Révolution française. Bien au contraire, il a fallu des centaines d'années d'évolution politique et de réflexion sociale pour en arriver à la France d'aujourd'hui. Et donc il faut avoir conscience que notre situation actuelle est le fruit de ce long processus historique, car il est important d'avoir conscience que nous vivons dans un régime qui n'est certes pas parfait, mais qui est le fruit de nombreuses luttes, de nombreux combats qui nous permettent de vivre dans une certaine liberté, ce qui, je vous le rappelle, n'est pas forcément le cas partout dans le monde. De la même manière, à travers l'étude de cette Troisième République, nous avons vu que l'accès à l'éducation pour tous est un phénomène relativement court dans l'histoire de l'humanité ou l'histoire de la France, si vous préférez. Et il est donc navrant de voir que certains d'entre vous n'ont pas joué le jeu jusqu'au bout. Il est important d'avoir conscience que l'enseignement que vous recevez est le fruit d'un long processus historique, encore une fois, et que cet enseignement est effectivement la base de la démocratie et de l'égalité. Il ne reste plus qu'à vous de vous engager dans cet enseignement afin de contribuer à ce modèle démocratique. Il s'agissait de la dernière vidéo pour cette année pour la classe d'STI 2D. Je tenais à remercier et féliciter les élèves qui ont eu la maturité et le sérieux de regarder toutes les vidéos. Nous adopterons dorénavant une autre forme de travail. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente journée. Faudra venir me chercher.